Bonsoir à tous. Alors, pourquoi l'innovation cette année? Pourquoi avoir choisi l'innovation? Ça, c'est la première petite explication d'introduction que j'aimerais vous donner ce soir. Eh bien, parce que la nécessité d'innover a d'abord toujours existé. À travers les siècles, elle représente finalement la ligne de vie et de survie des entreprises, des industries et des organisations humaines, qui n'innovent pas pour s'adapter au mouvement perpétuel du monde, stagne ou pire, disparaît. Combien d'entreprises prospères, d'industries à succès ou d'hommes d'affaires connus ont disparu au cours des siècles, incapables de s'adapter à un monde en constante évolution? Le phénomène est vieux comme le monde et l'innovation intéresse toujours à l'heure actuelle. En Suisse, elle n'a jamais autant fait parler d'elle qu'aujourd'hui. Plusieurs raisons à cela. D'abord, l'économie est fondée avant tout sur le savoir et sur l'information. Ensuite, l'innovation touche absolument tous les secteurs et tout le monde. Enfin, à l'ère du numérique et de la concurrence accrue au niveau mondial, l'innovation est clé. Il faut créer de la valeur absolument. Ce thème a évidemment fait couler beaucoup d'encre et forgé de nombreuses études visant à cerner les processus d'innovation et à quantifier leurs effets sur les plans macroéconomiques et microéconomiques. Le constat est sans appel, l'innovation permet de gagner des parts de marché et de réaliser des bénéfices. Alors la Suisse, elle se hisse régulièrement en tête des classements et face à l'évolution monétaire et conjoncturelle, il devient crucial de créer un écosystème favorable à cette innovation pour Genève et pour la Suisse. Avant d'aller plus loin, posons-nous la question de ce qu'est l'innovation. Issue du latin novare, un rendre nouveau, l'innovation est l'action d'introduire quelque chose de nouveau en termes d'usage, en termes de croyances ou de système. Mais ce n'est pas seulement une invention, c'est aussi un processus qui transforme une idée en valeur économique, car innover, c'est créer une plus-value avant tout. On distingue 4 types d'innovation qui peuvent d'ailleurs être combinés. L'innovation de produit, à travers le lancement d'un bien ou d'un service nouveau, l'innovation de procédé, grâce à l'amélioration ou à la création de méthodes de production et de distribution, l'innovation de commercialisation, où un produit est conditionné, promu, placé ou tarifé différemment, et enfin l'innovation d'organisation qui permet l'application de nouvelles méthodes organisationnelles. Pour résumer simplement, je reprendrai la citation de Genilem, organisme d'aide à la création des entreprises. L'innovation, c'est autre chose, autrement, ailleurs. Ce n'est donc pas seulement de la technologie, mais l'innovation est économique et sociale également. Elle naît souvent d'ailleurs de l'intelligence collective et vise l'efficacité avant la créativité. On distingue 2 manières d'innover, l'innovation de rupture et l'innovation incrémentale. L'innovation de rupture ou disruptive, pour reprendre les termes qui circulent en ce moment, est une innovation radicale qui rend obsolètes toutes les technologies utilisées jusqu'alors. C'est le cas, par exemple, du CD, du téléphone portable, de la photo numérique. L'innovation incrémentale, quant à elle, ou de soutien, améliore l'existant, mais ne transforme pas du tout les règles du jeu. Elle est prisée en général par les grandes entreprises parce qu'elle est beaucoup moins risquée et elle privilégie une évolution qui est moins radicale, contrairement à celle des petites sociétés qui osent les innovations de rupture. En Suisse, c'est l'innovation incrémentale qui semble primer sur la disruption, probablement une question de mentalité. Quelle est la durée de vie d'une innovation? Il n'y a pas de réponse définitive à cette question. Ça va dépendre des secteurs d'activité. Pour la téléphonie, par exemple, c'est moins de 3 ans. Pour les technologies médicales, ça pourra aller jusqu'à 5 ans. Au final, c'est la perception des utilisateurs et des consommateurs qui va faire la différence. Tant qu'une innovation étonne, qu'elle est perçue comme unique et qu'elle ne rentre pas encore dans les usages, elle dure et c'est une innovation. Est-ce qu'on peut mesurer l'innovation? À vrai dire, c'est un petit peu difficile. On pourrait se baser sur des brevets délivrés, mais ce seul critère serait réducteur. Certaines innovations organisationnelles ou commerciales ne sont d'ailleurs pas brevetées.
Breveter ou non, définir des critères scientifiques et des caractéristiques de performance d'une innovation sont ardus, en fait. C'est vraiment des opérations ardues parce qu'il y a énormément d'interprétations. Donc on a des indicateurs qui existent, qui sont liés à la taille, au secteur d'activité, aux réactions du marché, aux clients, mais ils restent au final assez peu probants. L'innovation est-elle risquée ? Le degré de risque va différer évidemment selon le type d'innovation. Une innovation de rupture peut être risquée. Elle s'accompagne très souvent de changements technologiques ou organisationnels. Le changement fait peur. C'est un pari qui coûte cher et qui n'offre aucune garantie de succès. Ça peut donc mener à ce qu'on pourrait qualifier de destruction créatrice. D'un autre côté, ne pas innover, c'est aussi risqué. L'inertie d'une entreprise qui n'arrive pas à se développer, à se renouveler, peut aboutir à sa disparition en fin de compte. Elmar Mock, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est l'inventeur pour le moins anticonformiste de la Swatch, estime, je cite, qu'il est difficile d'imaginer que la chenille, cette espèce de ver poilu, va se mettre à voler et devenir un beau papillon. Beaucoup d'innovations ne vont jamais plus loin que le stade de la chenille parce que les managers ouvrent le parapluie de l'analyse des risques, de la preuve de la rentabilité et de l'existence du marché. Comment alors favoriser l'innovation ? Il n'y a malheureusement pas de recette miracle, mais en regroupant une série d'ingrédients, on peut créer un environnement propice à l'innovation. Pour ce faire, il faut réunir 3 ingrédients principaux. D'une part, les conditions cadres extérieures à l'entreprise. D'autre part, l'environnement intérieur de l'entreprise. Et enfin, l'être humain qui constitue encore et toujours le socle de l'innovation, car il dispose d'un ADN d'innovateur. Premier ingrédient, les conditions cadres extérieures à l'entreprise. On peut les résumer en 5 catégories. Premièrement, la formation et la recherche qui permettent au cerveau de s'illustrer. On doit viser l'excellence dans ces 2 domaines. Deuxièmement, les infrastructures, le marché du travail et la fiscalité qui facilitent les démarches et l'installation des innovateurs, soit un marché de travail ouvert, des employés qualifiés, des infrastructures modernes, une bonne protection de la propriété intellectuelle est importante, un système fiscal attractif et des démarches administratives légères, et ça compte. Troisièmement, la constitution de réseaux permettant une coordination étroite entre, d'une part, les agents économiques et les acteurs de l'innovation, avec des profils très différents via des plateformes telles que, par exemple, des espaces de coworking. Quatrièmement, la coopération entre les hautes écoles et l'économie privée est un véritable accélérateur pour l'innovation. On le sait depuis de nombreuses années grâce à l'EPFL notamment. Cinquièmement, les organismes d'aide à la création qui accompagnent, financent et conseillent les entreprises innovatrices. Ça, c'est ce qui concerne les conditions extérieures à l'entreprise, donc les conditions cadres de l'environnement. Concernant les conditions liées à l'entreprise, il faut évidemment, outre le budget alloué, créer un état d'esprit favorable à l'éclosion des innovations. Ça paraît simple, mais ce n'est pas forcément aussi logique que ça dans certaines entreprises. Ça implique de faire fi de la pression à court terme, d'oublier les bonus individuels, de passer outre l'obsession de la gestion du risque et de s'asseoir sur les processus parfois rigides, des méthodologies internes et des objectifs de rentabilité précis et mesurables. Ces éléments, évidemment, ils vont être en pure contradiction avec la créativité et la prise de risque. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident de concilier les deux. Donc l'innovation demande évidemment du temps et de l'argent. Il faut prendre ce temps si on veut innover. On doit en tenir compte pour permettre la nouveauté. Si on craint de mettre en danger son modèle d'affaires ou de peser sur les performances, on peut créer une entreprise ou une entité séparée dans l'entreprise qui est dédiée à l'innovation de manière à ne pas mettre en danger l'ensemble des affaires. Les innovations, les grandes révolutions n'ont pu éclore que hors des schémas traditionnels. Il faut garder ça en tête. Les Anglais disent « think out of the box », agrandir son champ de vision, trouver des solutions nouvelles
implique de sortir du cadre et de s'ouvrir aux appuis extérieurs. L'attitude de la hiérarchie va être déterminante dans le processus d'innovation. Le supérieur doit accepter de se mettre en danger pour donner la liberté à ses équipes de créer quelque chose hors des protocoles internes. Il doit les soutenir, créer un climat de confiance propice à cette initiative. Ça implique que le droit à l'erreur aussi et à l'échec font partie du jeu. Ces notions doivent être tolérées. Innover, c'est essayer, c'est apprendre. Et essayer à apprendre, c'est l'échec. C'est souvent beaucoup d'échecs avant d'arriver à l'innovation. L'échec et l'erreur font partie intégrante du processus d'innovation. Jouer ensemble aussi, l'innovation est le fruit d'un effort collectif. La mixité des équipes va énormément jouer. C'est bénéfique pour le travail commun, la mixité en termes de profil, et ça favorise la créativité. Dernière étape, la communication et la valorisation. Une fois née, une innovation ne doit pas rester dans un tiroir, elle doit évidemment être promue à l'extérieur pour assurer succès et pérennité. Troisième ingrédient, enfin, l'ADN de l'innovateur. Messieurs les entrepreneurs, soyez prêts parce que ce n'est pas forcément l'ADN standard de l'employé modèle. Même si l'entreprise met toutes les chances de son côté en créant l'environnement nécessaire à l'innovation, cela n'est pas suffisant. Il faut des personnalités compétentes, d'une part, et emplies de ressources. C'est l'ADN de l'innovateur, des employés qui va faire la différence et qui va permettre de générer une dynamique nouvelle et des idées inédites. Mais c'est quoi un innovateur et c'est quoi quelqu'un qui a cet ADN-là? D'abord, il doit être capable d'établir des associations d'idées en des choses qui n'ont rien à voir grâce à ses diverses expériences. Ensuite, il doit refuser, en tout cas, il refuse la plupart du temps l'ordre établi. Il se pose régulièrement des questions et remet en cause les règles pour apporter des nouvelles choses. Il cultive le goût de l'expérimentation. Il est en permanence en échange avec son réseau et il a le don de l'observation. Vous l'aurez compris, l'écosystème dans lequel on navigue, dans lequel vous naviguez, va déterminer l'innovation. Cette innovation sera forcément influencée par les nouvelles logiques de collaboration. Il faut vraiment en tenir compte de nos jours. On sait que grâce au numérique ou à cause du numérique, on interagit complètement différemment, on réfléchit différemment, on communique différemment. Donc la logique est celle de l'ouverture, de la transparence, des échanges. Il n'y a plus de silos. Et on est dans une ère de démocratisation à ce niveau-là, de l'information entre des acteurs qui sont complémentaires et des acteurs et des concurrents d'ailleurs. On peut être concurrent ou amis dans ces... Mais il faut partager l'information. On a... enfin, pour créer, je dirais en définitive, il faut oser, comme le disait Albert Einstein, créer, c'est oser, c'est essayer, c'est y croire. Et il faut surtout ne pas se prendre au sérieux, si on peut. Alors, la Suisse se prend-elle trop au sérieux? Ou Genève est-elle vraiment la championne de la Smart Transformation? La réponse en deuxième partie avec Alexandre Harris. Merci de votre attention.